la fermeture de la bibliothèque ou la vente de ce livre et la bibliothèque se fait pendant 10 ans, il me semble, on pourrait qualifier toute cette histoire, comme disait Georges Brassens, de tempête dans un bénitier, ou peut-être tempête dans un sidour. C'est regrettable de passer autant de temps sur une affaire pareille. L'annonce de la vente aux enchères du Marzor Luzzatto par l'Alliance israélite universelle fait couler beaucoup d'encre dans la communauté et dans la presse en France. Pour comprendre les enjeux de cette vente, nous recevons ce matin le président de l'Alliance, Marc Eisenberg. Bonjour Marc. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors déjà, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que ce Marzor Luzzatto ? En avant-première, par rapport à la présentation que vous venez de faire, je vais juste dire que c'est tout à fait exagéré de penser que c'est l'affaire la plus grave de la communauté juive française aujourd'hui, cette affaire de ce Marzor. Mais, malheureusement, quand il y a quelques voix dans la communauté qui s'élèvent et qui critiquent la communauté, le retentissement médiatique de certains journaux multiplie la crise, qui me semble être un mot même exagéré, et donne un retentissement à cette affaire tout à fait déplorable et hors de proportion. Alors le Marzor, voilà. Le Marzor Luzzatto, c'est un sidour de Rosh Hashanah et de Kippour qui date du XIIIe siècle, fin du XIIIe siècle, qui est donc évidemment écrit à la main, un Marzor enluminé, très beau, avec des filets d'or, etc. Et sur un certain nombre de ces pages, des annotations de ces différents propriétaires ou de rabbins par rapport au texte de l'office qui était présenté. Alors, il s'appelle Luzzatto parce que son propriétaire, jusqu'à ce qu'il le vende à l'Alliance en 1870, s'appelait donc Luzzatto. Voilà, ce Marzor a atterri dans les mains d'une famille italienne. Et effectivement, les Luzzatto ont vendu à l'Alliance un certain nombre d'ouvrages, dont ce Marzor, il y a déjà plus de 100 ans. Alors, donc, il va être vendu la semaine prochaine à New York par Sotheby's. Il est estimé à entre 4 et 6 millions de dollars. Donc, vous avez parlé dans la presse en France du besoin de cette vente en invoquant la survie de l'institution, la survie de l'Alliance israélite universelle. Expliquez-nous pourquoi l'Alliance... Je n'ai pas parlé de la survie de l'Alliance, j'ai parlé de la survie de la bibliothèque, ce qui est tout à fait différent. Quand j'ai pris la direction de l'Alliance, je me suis rendu compte que cette bibliothèque, certes très riche, notamment de documents, de photos, de manuscrits, de journaux sur la vie en Afrique du Nord, où l'Alliance était présente, vous savez, surtout au Maroc, en Algérie, en Tunisie et autour du bassin méditerranéen, cette bibliothèque a un fonds documentaire tout à fait remarquable, mais fréquenté par quelques chercheurs, pas par le grand public, et qui coûtait à l'Alliance 800 000 € de déficit par an. L'Alliance, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, n'est pas une institution riche. Nous n'avons pas de subventions publiques supérieures à 100 000 € par an, sur un budget de 7 ou 8 millions d'euros de dépenses, plus un certain nombre de dépenses liées aux écoles. Donc, ces trous de 800 000 € étaient tout à fait insupportables. Lorsque nous avons déménagé de notre siège de la Bruyère en 2015, j'en ai profité pour essayer de faire des économies importantes sur la bibliothèque. On l'a transféré à l'Egno, rue Michel-Ange, la maison historique où enseignaient les Vinas de l'Alliance. Mais on a mis 80% des livres de cette bibliothèque dans une société d'archives à 50 km de Paris, où les livres et manuscrits sont gardés à bonne température, dans les meilleures conditions de conservation. Et lorsqu'un chercheur a besoin de voir le livre, en 48 heures, 72 heures maximum, parfois 24 heures, le livre est amené à l'ENI. On a dû malheureusement se résoudre
a licencié 2 bibliothécaires, mais toute cette opération m'a permis de réduire le déficit que de 800 000 à 500 000 euros. Les administrateurs de l'Alliance, inquiets de ce déficit qu'on n'arrivait pas à se résoudre, ont poussé à trouver d'autres solutions. Je suis allé voir le mémorial de la Shoah, ainsi que la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et j'aurais dit, voilà, je vous donne les clés de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un trésor de la communauté juive française. Il n'y a aucune raison que le coût de ce trésor soit supporté uniquement par l'Alliance. Je vous donne les clés, vous prenez les livres, j'ai juste un engagement, que l'ensemble de cette magnifique collection soit accessible encore aux chercheurs et au public. Réponse, nous n'avons pas le budget, nous n'avons pas la place, ça n'est pas notre priorité, non. La FMS nous a aidés pour 200 ou 300 000 euros, ce qui n'est pas négligeable, ces dernières années pour digitaliser une partie de la collection, mais n'a pas pu faire plus. Je suis allé voir la Bibliothèque nationale de France, je suis allé voir la Bibliothèque d'Israël avec la même requête. Je vous offre les livres à condition que vous garantissiez qu'ils soient accessibles au public. Et la réponse a été négative. Devant cet état de fait, j'ai imaginé encore d'autres solutions, mais le déficit restait pérenne dans le cadre de l'Alliance qui elle-même, par ailleurs, a un déficit sur ces écoles, je vais vous expliquer pourquoi, d'environ 1 million d'euros par an. 1 million plus 500 000, 1,5 million d'euros, on ne peut pas supporter ça. Les administrateurs ont voté une résolution il y a 2 ans, comme quoi il fallait fermer la bibliothèque. Je ne m'y suis pas résolu, j'ai encore travaillé, et j'ai vu que dans les livres de la bibliothèque, il y en avait 1 ou 2 qui semblaient intéressants, et dont personne ne connaissait la valeur. Je les ai fait expertiser, et c'est là que je découvre que ce Marzor Luzzatto aurait une valeur de 4 millions de dollars. Et du coup, j'envisage une autre solution. Je parle avec Eric de Rothschild, qui est un grand amateur d'art, et qui m'explique que chaque année, il fait l'acquisition d'œuvres, pour le Louvre par exemple, en bénéficiant des dispositifs fiscaux particulièrement avantageux, d'une loi à Gaillon, qui dit que lorsque vous achetez un objet d'art qui est patrimoine national, vous l'offrez à l'État et vous récupérez 90% de votre investissement directement. La société récupère 90% de son investissement en diminution de ses impôts. Et donc, ça ne coûte que 10%. Il me dit, on va se réunir à plusieurs philanthropes et on va réunir 4 millions et on va proposer à l'État de lui offrir. Et nous, ça nous aura coûté 400 000 euros, ça doit être possible. On a fait un tour de table, on n'est pas arrivé aux 4 millions, mais l'histoire n'était pas finie. Et on allait voir le ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture nous a dit, je ne veux pas considérer cet ouvrage comme patrimoine national. Nous avons déjà 2 marzorim dans nos collections qui sont de même niveau. En plus, celui-là est légèrement complet, donc non. Et donc, du fait de la décision du ministère de la Culture, cette solution financière en France n'était pas possible. J'ai sollicité notre ami Patrick Drahi, grand philanthrope devant l'Éternel, comme vous savez. Et Patrick, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas acheter le livre et le confier à l'Alliance. Non, mais il m'a proposé de faire une vente exceptionnelle, vous avez mentionné, chez Sotheby. Et qu'est-ce que ça veut dire exceptionnel? Pas de frais pour le vendeur, pas de commission, etc. Une vente dont le seul lot est le Marzor, qui est très rare, avec un catalogue uniquement sur le Marzor. En faisant voyager le Marzor avant, chez tous les acquéreurs potentiels, il est allé en Suisse, il est allé au Canada, il est allé à Los Angeles, pour finir à New York. Et il nous a proposé de faire un film pour présenter les activités de l'Alliance, et à l'américaine, avant la vente, de faire un appel aux dons au bénéfice de l'Alliance. Devant ces propositions, et puis s'il n'y avait pas d'autres solutions, j'ai dit, OK, on fait cette vente. Et c'est là au courant de la publicité de Sotheby, un certain nombre de bibliothécaires et d'archivistes et de conservateurs se sont émus de voir partir
un fleuron du patrimoine national, aller à New York, éventuellement dormir dans un coffre. Et donc, on déclamait le scandale. Et un certain nombre de gens de bonne foi ont cru que c'était un scandale. Et ça n'est pas vrai. Pourquoi? D'une part, il n'est pas patrimoine national, c'est une décision du ministère de la Culture. Deuxièmement, ce sidour n'est pas français, c'est un sidour allemand qui a été utilisé par les familles françaises, allemandes et italiennes avant de les acheter par l'Alliance. Ce n'est pas un sidour français. Ce n'est pas le patrimoine de la France qui s'en va. Enfin, aujourd'hui, la plupart des gens qui ont signé, qui ont crié, etc., ne connaissaient pas l'existence du Marzor, ou en tout cas ne l'avaient pas vu. Un Marzor du XIIIe siècle, ça ne se manipule pas comme ça. Il faut qu'il soit conservé dans de très bonnes conditions, on l'examine avec des gants, on ne laisse pas la lumière du jour plus d'une demi-heure ou une heure de suite. C'est compliqué. C'est-à-dire, en fait, ce Marzor, Marc, excusez-moi, mais c'est un Marzor, en fait, c'est un document qui n'a quasiment jamais été vu par le grand public. Justement, il est c'est ce inaccessible. Depuis 30 ans, il est sorti 2 fois à des manifestations publiques, 2 fois dans des conditions très difficiles à réglementer. Point barre. Le grand public a pu le voir en 1991 et a pu le voir en 2010. Aujourd'hui, il est dans un coffre. C'est ça la situation. Donc, quand on nous dit le risque, c'est qu'il soit aux États-Unis dans le coffre d'un collectionneur, c'est se moquer du monde. Il est dans un coffre. Il y a 5 équipes de chercheurs dans le monde qui sont allés le consulter. Bon, OK. Donc, personne n'en profite aujourd'hui. Mais dans la pétition qui est signée donc par, vous avez dit, des rabbins, des scientifiques, des personnalités communautaires, mais aussi l'ancien ministre de la Culture, donc l'auteur de la loi Aillagon, est-ce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce que vous venez de nous dire? Bien sûr que non, puisque quand j'ai parlé avec un certain nombre de signataires, ils m'ont dit, mais si on avait su, d'abord que le Marzor était allemand, donc ce n'est pas le patrimoine français. D'autre part, qu'il était si peu sorti, et je dirais sortable, que le musée d'art et du judaïsme ne nous a jamais proposé, parce qu'il n'est pas équipé pour, de l'exposer de manière régulière. Donc s'ils avaient su ça, un certain nombre de personnes qui ont signé ces pétitions ont dit, nous n'aurions pas signé. Voilà. Maintenant, en plus, les conseillers sont pas les payeurs. Ça fait 10 ans que je pleure pour qu'on nous aide sur cette bibliothèque. Ça fait 10 ans qu'on n'a rien. Donc, à un moment donné, on ne peut plus continuer. Voilà. Et par contre, cet argent permettra la survie de la bibliothèque, si, comme je l'espère, le manuscrit sera bien vendu dans quelques jours à New York, pour une dizaine d'années. Alors, entre un livre dont personne ne bénéficie, que l'Alliance a fait entièrement digitaliser, donc on peut voir aujourd'hui, à travers le digital, l'ensemble des pages de ce beau sidour. Mais physiquement, personne n'en profitait. La fermeture de la bibliothèque ou la vente de ce livre et la bibliothèque se dévend en 10 ans, il me semble, on pourrait qualifier toute cette histoire, comme disait Georges Brassens, de tempête dans un bénitier, ou peut-être tempête dans un sidour. C'est regrettable de passer autant de temps sur une affaire pareille. Si ça a servi à montrer au public que oui, l'Alliance avait des problèmes d'argent, malgré les sommes très importantes que 2 ou 3 donateurs amènent chaque année, et qui n'empêche que 90% ou 95% de notre budget, ce n'est que des dons qui ont fondé et des legs. Justement, les dons, c'est la crise du corona. Qu'est-ce qui fait que les donateurs, il y a moins de donateurs, il y a moins d'argent? Qu'est-ce qui fait que l'Alliance est en difficulté? Les écoles sont en déficit presque de manière automatique. On fait très attention pour réduire ces déficits, mais d'un autre côté, on a une politique généreuse de distribution de bourses pour qu'on ne puisse pas refuser un élève pour des raisons financières. Oui, ce qui est le principe de l'Alliance, justement. Et on investit sur la pédagogie de manière constante, ce qui coûte un peu d'argent. Et les parents qui payent la scolarité, même ceux qui payent l'impôt, ne se rendent pas compte que la scolarité d'un élève coûte plus cher que ce qui est demandé à plein tarif. Alors oui, les donateurs ont beaucoup diminué, oui, ils sont moins généreux, oui, ils ont dans la vague idée que l'Alliance est riche et s'en sortira toujours, ce qui est faux.
Et il y a un membre du Haut Conseil de l'Alliance qui a écrit, un, suite aux échanges que nous avons tous eus, c'est un scandale, ce Marzor ne doit pas quitter la France. Encore une fois, c'est un Marzor allemand, hein, je le répète, ne doit pas quitter la France. Nous faisons confiance au président Heisenberg pour régler les problèmes financiers. Autrement dit, faites un chèque et tout ira bien. Des chèques pour l'Alliance et pour la bibliothèque, j'en ai fait beaucoup. Mon ami Simon Azoulay également a fait des chèques très importants et également Hubert Leven au nom de Rachid. Mais ça ne suffit pas, il n'y a pas du tout assez de donateurs. Je vais vous donner un exemple plus que parlant. Il y a 5 ans, j'ai fait un grand gala, 5-6 ans, pour l'Alliance. Nous avons récolté 3 millions d'euros pour l'ensemble de nos activités. Il y a un peu plus de 2 ans, on a fait un gala pour tout Bichat, dans les salons d'apparat de l'Hôtel de Ville de Paris, en présence évidemment de la maire de Paris, sur l'écologie, avec un parterre d'intervenants prestigieux, avec Daniel Cohn-Bendit, avec vraiment une super soirée. Et nous avons récolté 120 000 euros. Oui. Quand on passe de 3 millions à 120 000 euros, on ne fait pas vivre une institution. Voilà. Donc, effectivement, il y a des problèmes d'argent, comme beaucoup d'institutions communautaires, mais peut-être que l'Alliance n'a pas assez pleuré, ça n'est pas notre tradition, ne fait pas 50 manifestations tous les ans. Il faut sans doute qu'on augmente notre communication, qu'on l'améliore, parce que l'Alliance, à côté de ça, fait des choses merveilleuses, s'occupe également de jeunes, et notamment à travers le SNEJ, d'essayer de former les gens qui représenteront les cadres de la communauté juive française de demain. Il y a beaucoup de choses qui sont formidables. L'Alliance, je vous rappelle, c'est Kiach en Israël. Et l'Alliance de Paris, malgré ses difficultés financières, a aidé ces 10 dernières années de façon importante Kiach en Israël, ou le réseau d'Arca, dont l'Alliance était un des fondateurs, qui est un réseau d'écoles en Israël, religieuses, non religieuses, dans la périphérie, des écoles pour lesquelles on a aidé la sociale. Voilà, donc l'Alliance fait des choses merveilleuses, n'a pas tout à fait aujourd'hui les moyens de son ambition. J'aurais évidemment préféré que le manuscrit, le Marzor du plateau, reste propriété de l'Alliance. Mais pour moi, ça ne change pas fondamentalement les choses si les États-Unis, surtout qu'il n'est pas impossible, et c'est mon vœu presque le plus cher, qu'il soit acheté par un musée américain qui aurait les moyens, dans une salle spéciale, de l'exposer. Alors, dans ce cas-là, ça serait encore mieux, puisque le public pourrait en profiter. Eh bien, merci pour ces éclaircissements, Marc Heisenberg, et bonne chance donc pour cette vente et pour l'Alliance israélite. Merci beaucoup.